Bonjour, vous écoutez le premier épisode hors série de Drop the Cutch. Aujourd'hui, la parole n'est pas à un ou une professionnelle épanouie, mais à 5 jeunes adultes fraîchement diplômés en architecture qui s'interrogent sur leur avenir. L'épisode est très peu monté et on n'est pas hyper discipliné autour de la table, mais c'est l'occasion d'expérimenter un nouveau format. Et j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà, bonne écoute. On peut faire un karaoké à la place. Casser la voix comme Somme avec son cidre. Tu le postes sur Drop the Cutch comme les autres, c'est ça? Ouais. Ok. Mais on pourra couper tout ce qui... On aura un petit dessin. En contexte. Moi je suis venue que pour le dessin. Oui. Hola, bienvenue dans Drop the Cutch, le podcast qui parle d'architecture hors des agences d'architecture. On se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. C'est terrible. Un petit peu spécial. Parce que je suis avec mes copains. On est tous diplômés depuis une semaine. Et du coup, on va parler de notre état post-diplôme. Oui, on est diplômés, Lulu. Si, depuis une semaine. Mais bref, je suis aujourd'hui avec Lucille Fauvel, ingénieure topographe et diplômée en architecture. Catel Lebas, ingénieure en génie civil et diplômée en architecture. Camille Trinquecoste, diplômée en architecture. Et encore Maëlle Darnis, diplômée en architecture et un jour peut-être diplômée en ingénierie. Bonjour à vous, merci d'être là. Salut Somme. Salut Somme. Ah oui, je suis moi-même Somme Afshar, ingénieur en génie civil et diplômé en architecture. Félicitations. Non mais voilà, l'idée aujourd'hui c'était un petit peu de sceller dans le marbre ce moment. Désolé pour ma voix, elle est cassée, tant pis. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. C'était de sceller dans le marbre ce moment un peu post-diplôme où on ne réalise pas encore qu'on est diplômé. Et savoir dans quel état vous étiez, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite, et peut-être juste déjà dans quel état vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait depuis une semaine. Moi perso, pas grand-chose, j'ai regardé beaucoup de séries, mais je sais pas. Alors moi j'ai pas fait grand-chose, j'ai ma famille qui est venue pour mon diplôme, donc je leur ai fait visiter la merveilleuse ville de Strasbourg. Et ouais, non, mais en fait, on a plein de petits trucs à faire à la con quand on est diplômé, genre déménager, récupérer ses maquettes, venir chercher ses planches, faire la fête, Des trucs dormir. chiants à faire. Non, mais plein de choses sur la to-do list, quoi. Voilà. Et vous, les filles? Énormément de siestes. Ouais, je pense que ça, ouais. Le fait de juste récupérer des notes mois avec 4 heures de sommeil en moyenne par nuit, je pense que ça fait du bien de dormir. Non, toi et moi, on allait faire du vélo. Oui, c'est vrai. Ça compte comme une Ouais. activité sportive. Ouais, mais ça faisait du bien de vider la tête. Et je pense que, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours pas capté qu'on avait passé les charrettes, qu'on avait un diplôme et que j'étais descendue en amphi récupérer un papier et fait la bise au directeur du département. Ah, toi, t'as eu le droit à la bise. Moi, j'ai eu le droit à la bise. On n'a pas tous cette chance quand on passe premier, on sait pas ce qu'il faut faire. Mais, Moi, c'était très gênant. Non, je crois que, ouais. En fait, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours pas l'impression d'être prête à être architecte parce que je suis pas sûre que ça change grand-chose, en fait, d'avoir passé mon diplôme ou pas. Parce que juste, en fait, on a fait un oral d'un projet qu'on a fait pendant 1 an. Et ça change pas de l'année dernière. Et ça nous aidera, je sais pas, je suis pas sûre que ça nous aidera suffisamment à affronter notre premier travail en tant qu'architecte ou pas. Et donc, du coup, c'est un peu bizarre. Je sais pas le ressenti. Camille a fait oui de la tête. Un petit bébé. Je pense que le fait que tout aille super vite après, au moment de la soutenance, c'est la course la semaine d'avant, après il y a la soutenance, après il y a la remise de diplôme dès le lendemain, le retour, les jurys, tout va tellement vite qu'en fait on n'a pas le temps de se poser et de faire « Ah oui, au fait, j'ai vraiment un diplôme en plus ». Moi j'ai vraiment ressenti ça, parce que du coup on est tous les 5 à l'INSA Strasbourg, où pendant les 3 premières semaines de septembre, on a un truc qui s'appelle les charrettes, enfin les intensifs de septembre, où en gros on forme des équipes pour nous aider à finaliser notre diplôme
avec une personne de chaque année. Donc, une première année qui fait de la maquette, une deuxième année qui gère la maquette, une troisième année qui fait des docs, une quatrième année qui aide à la conception, etc. Et bref, donc on a passé 3 semaines à faire du management. Puis, comme tu as dit, il y a eu la soutenance. Puis je savais qu'après la soutenance, à 12h30, il fallait que je sois au resto avec mes parents. Puis à 14h30, de retour à l'INSA pour écouter la soutenance de Philippines. Puis le soir, je devais être je sais plus où, au bar. Je savais qu'à 18h, c'était très important. Le lendemain, je savais que j'avais un truc. Ensuite, à 15h, puis la soirée diplôme, puis machin. Et là, le lendemain, avec mes parents qui étaient à Strasbourg aussi, ils avaient prévu des trucs. Donc, jusqu'à, je pense, lundi, je me suis pas posé. Et du coup, là, c'est un peu le contre-coup de je fous rien. Vraiment, je fous rien. Moi, je les ai redéposés dans le train hier après-midi. Je suis rentrée, j'ai fait une énorme sieste. Et là, ce matin, je me suis réveillée en me disant au fait, il faut déménager. Et toi, Lulu? Beaucoup de siestes. Tu l'as déjà mentionné, oui. Je crois. Non, mais c'est aussi... comme tout le monde, c'est beaucoup de récupération après l'intensif, mais... C'est un peu bizarre aussi parce que j'ai l'impression que la grande partie du projet, forcément, elle s'est effectuée avant les charrettes, que du coup, le mois de septembre, c'était... de la finalisation, vraiment. C'est de la finalisation, mais c'était beaucoup de management. C'était plus un projet où tu t'organisais pour faire du rendu qu'un projet où tu faisais vraiment de l'architecture. Puis c'est une expérience qui est assez humaine aussi, où tu apprends à connaître des gens avec qui tu n'as jamais travaillé. Du coup, c'est assez intéressant, mais... c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent comme ça, avec beaucoup d'activités de rendez-vous, les gens que tu dois voir, les choses que tu dois organiser. Et puis il y a un jour où après la remise de diplôme, il y a un jour où tout le monde repart, où tout le monde reprend ses trucs, et pap, il y a plus rien. Et tu te retrouves un peu face à toi-même, comme si tu venais de faire une immense course, et tu t'arrêtes et t'es là en mode ah ouais, ok, d'accord, il s'est passé tout ça en si peu de temps. Et donc beaucoup de fatigue après coup, mais je pense que c'est quand même assez hallucinant de se rendre compte de tout ce qui s'est passé en un an, même entre les copains de la classe et tout. Et c'est un peu perturbant d'avoir rien à faire, de pas aller à l'INSA cette semaine. Mais je sais que moi, du coup, aller à la conf en Envirobat, il y a les journées de l'architecture et donc il y a des conférences un peu partout pendant tout le mois de septembre à Strasbourg. Et je sais que ça m'a fait du bien d'aller à l'INSA. C'était mardi. Là, on enregistre cet épisode à l'INSA aussi. Parce que ça fait 7 ans que l'INSA, c'est comme ça. Enfin, 6 ans pour ceux qui ont fait prépa, mais sinon, ça fait 7 ans qu'on est dans cette école. Et c'est un peu bizarre Ça fait genre 7 ans que tu te lèves tous les matins et tu te poses pas de questions, juste tu te lèves, tu vas à l'INSA. Et là, tu te réveilles le matin et tu fais... Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Enfin, genre, c'est trop Parce bizarre, que t'es pas en vacances ni rien. Mais oui, t'as pas ce truc automatique de j'ai pas de questions à me poser, je vais de toute façon à l'école. Et c'est trop bizarre le matin, je me réveille, je sais pas, ça me fait bader de ouf de pas savoir ce que je vais faire et où je vais aller cette journée-là. Enfin, parce que c'est un peu notre deuxième chez nous, mine de rien. Après 7 ans, tu vois, je connais quasi tous les recoins de ce bâtiment. Pourquoi tu rigoles, Maëlle ? Waouh. Non, mais je rigole parce que j'ai juste pensé au fait que pendant les charrettes, t'as dit « Ah, je vais aller faire une sieste ici, dans ce canapé-là. » Mais que du coup, quand tu dis « Je connais tous les recoins », c'est en mode « Ouais, on y a dormi, on y a mangé. » Et t'es en mode « Bon, bah oui, ok, on connaît tous les recoins de l'INSA. » Ouais. Et ce canapé, on y a mangé aussi. Non, mais... Bah voilà. Si jamais j'ai une question, mais je sais pas si t'en as une. Non, vas-y. Parce que moi, c'est plus facile pour moi parce que je sais ce que je fais dans 10 jours. Ah bah c'était ma question. Ah bah, c'est parfait alors. Mais là, ça m'a fait réagir la Camille ce que tu disais, mais comment on arrive à dire, ok, qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Et je sais pas si vous avez déjà des idées ou si vous avez déjà... où chercher si jamais vous n'avez pas encore les idées concrètes, ou dans quelle mentalité se mettre. Bah, techniquement, vu que j'ai un seul diplôme, moi j'ai pas trop le choix. Moi j'ai pas trop le choix que de chercher des agences d'archi pour bosser, enfin en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà. Alors non, avec un diplôme d'architecture tu peux faire plein de choses. Donc j'ai envie de chercher une agence d'archi pour bosser, mais du coup je me dis faudrait que je fasse mon portfolio, que je fasse un CV, que je cherche des agences, que je contacte des gens et tout. Et pourtant je sais que je dois faire ça, mais juste j'ai pas la motivation, je me suis tellement vidée, fatiguée et tout, que j'ai aucune envie de reprendre mon ordi, de rallumer InDesign et de faire un putain de portfolio, tu vois. C'est trop bizarre. Du coup, je sais ce que je suis censée faire. Et
je le fais pas, ce truc. Mais toi, tu t'es mis une deadline pour trouver un emploi ou pas? Parce que je sais que j'en avais discuté avec mes parents enfin, on s'est dit que genre je pourrais prendre 2 mois pour trouver un taf et avoir un taf en décembre, on va dire. J'ai la même deadline avec Ok. mes parents. C'est trop long comme deadline, du coup, t'as l'impression que c'est bon, je peux rien faire aujourd'hui et puis demain non plus. Et... Ça va, là. de nos études. Là, on est à J+7, donc ça va. On a le droit encore. Mais après, je sais que c'est toi, Lucille. Si tu prends le micro, tu m'as convaincu de faire la HMO, qui est un peu la solution, justement, de... Ah, je sais que le 16 octobre, je retourne à l'INSA et rien ne change dans ma vie. Je continue à faire le trajet pendant 8 semaines de plus. Je vais à l'INSA. Du coup, Lucille et moi, a priori, je sais pas, il faut que je paye encore les 630 € de frais d'inscription. Mais du coup, il faut que je paye pour faire la HMO qui commence le 16 octobre. Mais ouais, moi, j'ai beaucoup hésité, encore jusqu'à avant-hier. Mais du coup... Pourquoi tu rigoles? Non, c'est une grande hésitation depuis toujours, Somme. C'est pas ce que je veux faire de ma vie. J'ai lancé un podcast pour ça et j'ai toujours pas la réponse. Non mais ouais, mais du coup nous on a la HMO. Après toi je sais pas Lulu, mais moi j'ai pas commencé à chercher d'agence. Enfin j'ai aucune idée de où je fais ma mise en situation professionnelle qui est censée commencer le 4 ou le 6 décembre je crois. Bah après, je crois que tu as 2 ans pour valider ta MSP. Oui. Donc après, ça dépend à peu près quand tu veux passer ta soutenance de HMO. Tu peux te donner un petit peu d'expérience en gros avant de vraiment faire ta soutenance devant l'ordre des architectes et le corps enseignant de l'INSA. Mais moi, je sais que la HMO, c'était un peu une solution de repli sécuritaire. Je retourne à l'INSA, le cadre est familier. Je garde mon appartement. Je garde mon appartement. Ça m'évite un petit peu toutes les galères de déménagement et de revenir à Strasbourg. Et aussi le fait que la HMO à l'INSA, elle soit assez prenante dans la semaine. Quand tu la passes en entreprise, tu es obligé de t'absenter 2-3 jours par semaine pour venir chaque semaine pendant 4 mois à l'INSA. Et donc, je trouvais ça plus facile de la passer juste après que de devoir revenir et devoir expliquer à l'entreprise que je devais m'absenter sur des longues périodes. Mais oui, c'était aussi par sécurité. Et du coup, tu as commencé à chercher des agences toi? J'avais commencé un petit peu à chercher au préalable parce que je sais que tu peux passer ta MSP à l'étranger, mais que du coup, il y a plus de démarches à réaliser au préalable. Et donc, j'avais regardé sur l'ordre des architectes, ils ont une carte interactive qui permet de localiser les architectes inscrits à l'ordre français sur une map du monde, en fait. Et j'avais commencé un petit peu à chercher. Bon, forcément, c'est des architectes, donc ça répond pas très vite. Non mais ça met du temps à répondre ou ça répond pas du tout ou alors ils sont pas intéressés. Enfin bref, il y a beaucoup de complications donc pour l'instant j'en ai pas trouvé. Et toi, ton portfolio est à jour? Bien sûr, tout à fait. Non, je rigole, non, pas du tout. Non, il est même pas à jour encore. Parce que moi je pense que je vais juste rajouter mon PFE avec la même mise en page que mon ancien et ouais. je vais faire là. Oui, bah ouais, faudrait retoucher ça aussi. Enfin bref, mais tu vois, le fait d'avoir les cours un petit peu, la partie théorique jusqu'en décembre, ça laisse quand même un peu de marge pour préparer toute cette recherche et toute la mise en place du portfolio. Enfin, je sais que tu peux la trouver assez tard. Et toi, tu restes à Stras? Je sais pas encore. Ce serait plus facile, mais d'un autre côté, j'ai un peu envie de bouger. Et je sais qu'aussi le fait de faire la MSP, déjà c'est plus simplifié parce que tu passes par l'INSA, mais je sais que moi, au bout d'une semaine de rien faire et faire des siestes, j'ai un peu la bougeotte. Oui, moi aussi. Et en fait, on a tellement été habitués en 7 ans à avoir tout un tas de choses à faire tous les jours, mais de manière hyper intensive, que là, en fait, pendant une semaine de ne rien avoir fait, ça me fait pas péter un câble, mais je sens que j'ai besoin de sortir et de faire des trucs. Et donc d'avoir la HMO juste après, je me dis, bon, ok, ça va, tu vas quand même faire des trucs après. Moi, je pense que je vais faire beaucoup de drops de culture. J'ai besoin de remplir mes journées. Donc... Mais moi, j'ai pas trop cherché d'entreprise, en tout cas. Enfin, mon CV est à jour, mon portfolio, non. Enfin, il date de 2021. 2022, bon, il date de l'an dernier, alors ça va, c'est honnête. Est-ce que tu as changé sur ton CV le titre de étudiant à architecte tout court? J'ai fait ça sur LinkedIn le vendredi de la remise des diplômes. Et j'ai demandé à Christelle Grèce, donc coordinatrice de formation de l'INSA Strasbourg, qui est la maman du département archi.
Et le premier truc qu'elle m'a envoyé, c'est « Non, tu n'es pas encore diplômé en architecture, il faut attendre mardi, le jury. » Et j'étais comme ça. Enfin, le jury administratif qui valide. Bref, Mais du coup, t'as pris un peu d'avance, mais là, c'est ok. mon LinkedIn est à jour. Eh ben, moi, je vais y aller de ce pas. Moi, j'avoue, j'ai fait la même. Mais je sais pas, ça m'a fait plaisir. Mais oui, après 7 ans de m'être diplômée en... Je l'ai pas fait parce que j'arrive pas à mettre architecte et étudiante en double cursus. Ben moi, Archi-ingé dernière année pour l'ingé, quoi. Et donc, c'est du coup, ça le problème que j'avais, j'avais étudiant en architecture et ingénieur en génie civil, mais du coup, le ingénieur en génie civil, il sous-entendait que j'étais étudiant Ouais. encore, alors qu'en fait, j'étais vraiment ingénieur en génie Ouais. civil. Bah, du coup, je vais attendre mars 2024 avant de changer, je crois. Mais ouais, ça, c'est un peu satisfaisant comme moment. J'étais très déçu parce que je voulais venir quand j'ai eu mon diplôme, bon, ça c'est très private joke INSA, mais quand j'ai eu mon diplôme ingé, j'ai mis le pins ingénieur différent et je trouvais pas le pins architecte passionné vendredi. Je pense que j'en ai un. Et je voulais venir à la soirée diplôme avec ingénieur différent et architecte passionné en pins. Et voilà, c'est un peu ma frustration. Parce que j'ai ingénieur en génie civil, ingénieur engagé, ingénieur musicien, mais j'ai pas le architecte passionné. Donc ça fait, j'ai le t-shirt. Ouais. C'est vrai que t'aurais pu venir avec le t-shirt architecte passionné sur la diplôme. Oui, parce que l'architecture, ne l'oubliez pas, c'est un métier passion. N'hésitez pas à faire les horaires les plus atroces parce que c'est votre passion. Non. Et Catel, toi, du coup, sur tes choix par la suite, parce que du coup, tu t'es déjà un peu orientée. Elle est du Alors. côté obscur. Moi, je suis passée du côté obscur. J'avais prévu de faire la HMO aussi, la SHMOP, comme dirait Amélie. La schmop, La SHMOP, j'aime beaucoup. ça fait très alsacien, j'aime bien. Ce qui m'aurait permis de rester à Strasbourg un an de plus, d'avoir le temps de chercher un appart, de réfléchir un peu plus à ce que je voulais faire, parce que moi, mon plan, c'était, je voulais absolument me rapprocher de la mer. Et donc j'avais en tête soit Marseille, soit Nantes, soit Copenhague ou Lisbonne. C'était les villes que j'avais. Ne cherchez pas la cohérence. Lisbonne, Marseille, Copenhague. Il y a la mer, ok. Et puis finalement, j'ai eu mon stage de fin d'études d'ingénieur qui m'a rappelé pour savoir si je voulais poursuivre avec eux, mais ils étaient à Lyon, ce qui n'est pas proche de la mer. Et donc j'aurais dit ouais, pas trop, je commence à chercher parce que donc je regardais pour faire la HMO à Strasbourg ou regarder rapidement des agences à Nantes. Et donc ils m'ont rappelé en me disant mais tu sais qu'on a une agence à Nantes qu'on cherche à développer. Et donc là j'étais j'ai plus d'arguments, ok. Ok, je viens. Et non, ça va être chouette. Et puis ce qui m'embêtait aussi avec l'autre offre, c'était que c'était ingénieur structure, ce qui m'a beaucoup plu en stage, mais j'avais peur de tourner en rond très rapidement et de vraiment faire une croix sur tout ce qu'on apprend en architecture. Parce que là, dans ce métier-là, ça m'aurait plus servi à grand-chose. Et donc là, finalement, l'offre, c'est ingénieur tout corps d'état. Donc je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas exactement en quoi ça consiste. Mais On publiera cet épisode une fois que tu as passé ta période d'essai. oui, s'il vous plaît. Oui. Et non, je les ai On prévenus bipera. que je savais pas ce que c'était. Mais ça me paraissait être plus utiliser plus les deux profils un petit peu voilà. Et peut-être je leur avais dit aussi que je voulais peut-être monter mon agence dans un certain nombre d'années, genre 10, 15 ans, 20 ans, 100 ans. Moi là, les 3 semaines de management de charrette, ça m'a calmé sur mes envies de monter une agence pour le moment. Moi en fait j'aime bien la partie management justement. Après c'est pas pour autant que j'ai très bien géré là pendant les charrettes, mais j'aime bien. Sur le principe j'aime bien. Et du coup ils m'ont rappelé parce qu'ils me disaient qu'à Nantes justement ils cherchaient à développer et que moi je pouvais apprendre plein de choses sur justement comment monter sa structure, comment gérer une équipe, comment tout le côté entrepreneurial qui pour l'instant pour le coup on l'apprend pas du tout et donc ça c'est partir de zéro d'une page blanche pour apprendre et donc voilà. Donc Nantes pour la mer principalement. Tu viens pas de Nantes, toi, J'ai jamais mis les pieds à Nantes. Tu viens de Bretagne, mais plus profonde.
Nantes n'est pas en Bretagne. Il y a le château Il y a d'Anne de le Bretagne. château des Ducs de Bretagne. Donc c'est en Bretagne. Mais ouais, voilà. C'est proche de l'océan et c'est ce qui compte. Et toi, Camille, est-ce que tu sais dans quel type d'agence tu cherches ? Parce que moi, il y a aussi cette question, c'est pour ça aussi que je fais la HMO, c'est, enfin, comme tu disais, laisser le temps de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Mais moi, il y a aussi la question de savoir dans quelle agence j'ai envie de travailler. Est-ce que j'ai envie de travailler dans une grosse agence qui fait du gros béton, sa mère, ou un petit collectif Enfin, à un moment, il faut payer un loyer aussi. Donc, le problème des collectifs, c'est souvent qu'encore à Strasbourg, ça va les loyers. Enfin, comparé à Paris, ça va. Non, mais en vrai, ça va. Oui. Ou à Bordeaux, tu vois, Strasbourg, ça reste correct. Toi, c'est quoi tes critères pour chercher une agence ? Je sais pas, honnêtement. C'est une super bonne question. Parce que, bon, j'ai fait un PFE légèrement engagé, on va dire. Non. Sur l'effondrement de la société, la collapsosophie, tout va bien. Feel good PFE. Mais du coup, clairement, j'ai pas envie de bosser dans une agence qui fait du béton à tout va ou des trucs de promoteurs. Enfin, j'aimerais trouver un taf qui corresponde un petit peu à mes valeurs, en tout cas. Et c'est hyper dur parce que même les agences qui parfois s'affichent un peu en mode on est des agences stylées, on fait du bois, de la terre, je sais pas quoi. En fait, si tu regardes bien derrière, ils font beaucoup de projets alimentaires et j'ai l'impression que quand t'es jeune diplômé, que t'arrives dans des agences, des grosses agences comme ça, de moyennes agences, genre tu te retrouves... Enfin, t'as pas de poste à responsabilité et tu te retrouves à faire des trucs pas forcément hyper intéressants qui touchent à ces questions-là. Et du coup, même si t'es dans une agence stylée, tu peux te retrouver à faire des trucs pas hyper stylés. Et du coup, je sais pas comment gérer cette question. Je me dis peut-être que du coup, une toute petite agence, ça peut être un meilleur moyen de pouvoir faire des trucs qui te plaisent vraiment. Je dis pas ça parce que j'ai une proposition d'une agence de 3 personnes. C'est son directeur de PFE. C'est de la triche. Chut. Mais non, mais du coup, je considère l'option parce que je me dis, si peut-être, enfin, je sais pas, faut que je discute avec eux de toute façon, mais si c'est une petite agence, peut-être que ce sera plus intéressant pour moi pour pouvoir faire plus de choses, parce que même en agence, du coup, soit tu fais de la conception, soit tu fais de suivi de chantier, soit tu t'es dessinateur, en gros. Ouais, moi, il y a ce truc aussi. J'ai pas envie d'être le cul sur une chaise devant un ordi toute la semaine. Non. Et je sais que j'avais travaillé en archi d'intérieur en 2021. Et justement, ma semaine, c'était 2 jours sur chantier, 3 jours en conception devant l'ordi, et j'aimais bien. Bien. Et du coup, moi, ça fait partie des critères, clairement, dans le choix des agences, de pouvoir faire un peu des deux. Mais j'ai l'impression que quand tu regardes les copains qui sont déjà diplômés et tout, il y en a qui font soit que de la conception, soit que du chantier. Et du coup, moi, ça me ferait chier aussi parce que je me dis, j'ai envie de faire du chantier parce que c'est typiquement ce qu'on n'apprend pas à l'école, et j'ai l'impression que c'est ce qui nous manque pour avoir cette légitimité-là dont on parlait tout à l'heure. On sort de l'école, mais en vrai, on n'a pas l'impression qu'on peut être architecte. Je pense qu'en faisant du chantier, ça nous permet quand même d'acquérir un certain nombre de notions qui nous manquent pour ça. Et à la fois, faire de la conception, c'est ce qu'on a fait pendant 6 ans. Et c'est trop rigolo. bien. Mais oui, c'est trop intéressant, et du coup, tu as envie de continuer à en faire. Et enfin, ouais, l'idéal, ce serait de pouvoir faire les deux, mais j'ai pas l'impression que ce soit courant, en tout cas, de faire ça dans peut-être, en tout cas, les agences qui sont déjà un peu développées. Moi, je trouve que tu as raison là-dessus sur le fait que dans les petites agences, avec très peu de personnes, du coup, tu te retrouves très facilement à avoir... ils dispatchent plus par projet, et tu vas voir l'ensemble du projet dans sa globalité, faire la réunion avec le client au début, aller voir, même sans avoir le vrai suivi de chantier, c'est toi qui vont envoyer voir le site, faire des petites choses comme ça, faire les réunions avec les clients, et du coup, je pense que tu as la bonne solution. Fonce. Même des fois, aller faire des mesures tout seul, on t'envoie à l'autre bout de Paris mesurer un truc, tu fais « Ah ouais, j'en peux plus d'être sur l'ordi, ouais, je vais aller faire cette mesure à l'autre bout de Paris, je m'en fous, même si c'est une tâche de stagiaire, j'y vais. » Ouais, alors que faire les relevés, c'est pas fun, moi, je trouve. Ouais, mais au bout d'un moment, je trouve ça fait du bien des fois de sortir un peu, et ça te fait une petite sortie. S'il fait beau, en plus, tu vas faire ton relevé. C'est vrai. En vrai, on n'a jamais appris à faire un relevé pour Oui. Et tu te rends compte dès que tu commences à faire des relevés, enfin moi du coup j'en ai fait quelques-uns pour des agences d'archi, chaque fois tu te rends compte des trucs que tu oublies de mesurer en relevé, tu arrives à l'agence et tu fais « Ah, j'aurais dû prendre ce radiateur en photo, etc. » Ça en vrai ça m'a aidé de travailler dans une agence qui faisait du réemploi, parce que comme on faisait des diagnostics ressources, le relevé il fallait qu'il soit hyper exhaustif, et donc ça t'aide à comprendre ce qu'il faut regarder dans un relevé, genre...
Après, je pense que typiquement sur les relevés, c'est soit tu le fais en stage, soit dans ton premier emploi, mais la première fois, il te manque forcément des trucs. Et ça te fait tellement chier d'y retourner Ouais. que la fois d'après, mais tu prends tout. Et après, t'as 300 photos à trier. Ouais, parce tu fais que des panoramiques. t'as un peu abusé. Et la fois d'après, du coup, tu prends un petit peu moins de photos, plus ciblées, et t'oublies pas les mesures. Et voilà. Et on avait fait un petit relevé avec Jacques Hort en A1 de notre maison. C'était il y a si longtemps. Mais ouais, d'ailleurs, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Camille. Non. Mais ça me fait penser. Enfin, j'avais envie de vous demander, vous avez vécu comment ces 7 ans d'études? Parce que je sais que ça fait. Enfin, moi, ça me faisait peur. Enfin, avant de commencer, je me disais, ouais, 7 ans, c'est long. Et au final, je trouve que c'est passé assez vite. Et je les ai pas ressentis comme 7 ans. Enfin, c'était 7 ans de ma vie. C'était pas 7 ans de bloc d'études, mais c'était juste 7 ans de ma vie. Parce que j'étais un humain à côté quand même. Non, mais. Et chaque année a été tellement différente. Enfin, la licence, on apprenait à faire de l'architecture, on savait pas vraiment faire de l'architecture. Et tu changes de ville, tu découvres de nouvelles personnes. Ensuite, il y a eu le Covid qui a fait qui a changé un petit peu nos habitudes, donc ça a ponctué ces 7 ans. Et ensuite, là, le master, où c'est plutôt, tu comprends l'architecture, tu peux aller dans le sens que tu veux, tu peux commencer à aller voir des expos d'architecture, discuter avec des architectes, je sais pas, t'informer sur l'architecture par toi-même. Et enfin, tu continues ta vie, tu te connais mieux, etc. Enfin, je sais pas, c'était pas si long que ça, les 7 ans. Enfin, j'ai un peu chialé à la soirée diplôme pour ça, c'est parce que c'est passé vite, mine de rien. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est ultra paradoxal, enfin moi dans ma tête en tout cas, parce que à la fois je me rappelle super bien de ma première année et tout ce qui s'est passé, etc. Et à la fois j'ai l'impression que c'était il y a 5 vies. Il y a vraiment, il s'est passé tellement de choses. On a aussi changé de bâtiment, on a aussi eu le Covid. Je pense que le Covid, ça nous a vraiment coupé dans des trucs. Ouais, mais c'était au bon moment, c'était C'était à au bon moment. mi-études. C'était les pires années de toute façon, donc on est content que ce soit tombé sur celle-là. Mais même le fait d'être parti à l'étranger, tout ça. Et en fait, moi j'ai déménagé 3 fois à Strasbourg, dans 3 quartiers différents. Ah ouais, moi tout pareil. C'est faux. Bon. Mais donc du coup, en fait, à chaque fois, t'as un peu l'impression de recommencer à un petit cycle de 2 ans, ou peut-être 3. Et je trouve que ça a vachement ponctué. Donc à la fois, je suis ultra nostalgique de mes premières années. Là, quand en plus les charrettes, on a des étudiants de toutes les années. Donc en fait, ils te posent plein de questions. Eux, ils découvrent l'école. Donc toi, ça te rappelle Et tu te plein rends de compte choses. que t'es vieux, parce que quand ils voient Oui. tes éco-cups des vieux BDE, ils font... Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai connu le BDE bleu, mais 2 bleus après celui qui t'a en Ouais, éco-cup. c'est Et je suis comme exactement ça, ça. non, je suis pas si vieux que ça. Et quand ils te donnent leur année de naissance aussi, tu te dis waouh. 2015. Quoi? Non, mais du coup, ouais, c'est ultra paradoxal. Et par contre, je pense que si on se regarde, enfin, on est peut-être un peu critique avec nous-mêmes aussi. Enfin, moi, la première, en disant j'ai l'impression que je serais pas capable de faire quoi que ce soit dans ma vie professionnelle d'architecte. Mais à côté de ça, en fait, le gap, il est énorme entre la personne qui était en première année et maintenant. Et ça me fait penser à un truc. Enfin, cette histoire des 7 ans, moi aussi, ça me questionne sur... Parce que là, on savait qu'il y avait une deadline qui était vendredi dernier. Oui. On savait qu'on avait 7 ans d'études. Et là, il y a un truc bizarre dans la vie. Il n'y a C'est plus de deadline. on n'a plus de... On sait plus le cycle, comment il va être fait. Donc, enfin, Tu connais tes 8 prochaines semaines, déjà. je connais mes 8 prochaines semaines. Ouais. Mais après, parce que je me prends la tête avec mes parents en permanence sur le fait de... Ben, au pire, je dis que je change d'emploi tous les 5 ans. Mais ils me disent, c'est pas très bien vu de changer trop souvent d'emploi. Mais en même temps, c'est comme ça que tu as des augmentations, c'est en changeant d'emploi. Mais, et que tu évolues professionnellement. Mais c'est... Ouais, c'est bizarre de plus avoir ces cycles de... Parce qu'avant, on avait collège, lycée, études supérieures, et là, la mort. Techniquement, si tu prends que des CDD, t'as toujours des deadlines dans ta vie. C'est peut-être pas la meilleure option. Astuce. Voilà, c'est un pro tip que je donne comme ça. Un CDD, c'est un cycle court quand même. Hein. C'est parce que... Des Une deadline stages. est une deadline. Ouais, mais bon, à coup de 6 mois ou 1 an et demi max. Genre, waouh. Non, mais oui. Après, tu peux peut-être te les mettre toi-même, tes deadlines. Qu'importe ce que disent les parents. Mais ça peut aussi être tes deadlines à toi. Non, mais c'est comme j'ai passé un entretien d'embauche où il m'a dit, où vous projetez-vous dans 5 ans? Et j'étais comme ça, ben, sans doute pas chez vous, mais tu peux pas le dire. Futur recruteur, s'il vous plaît, oubliez ce que j'ai dit.
Après, je crois que maintenant, statistiquement, notre génération, on reste 4 ans max dans une entreprise. Hein, donc, il faut aussi dédramatiser. Je pense qu'ils commencent à avoir l'habitude et on bouge et c'est normal. Et voilà. Et du coup, la question de base, c'était comment t'as vécu ces 7 ans, toi? Ah, Oui, pardon, comme il y avait un plutôt blanc. bien. Ouais, non, mais pareil, la sensation d'avoir fait 7 vies différentes. On a grandi, on a appris plein de choses autres que l'archi et l'ingé. On a évolué humainement, on s'est fait des amis, on a perdu des amis parce qu'ils sont pas perdus, mais on a changé de groupe. Ah, Pierrick, tu nous manques. Il n'y a pas de Pierrick. Je connais pas de Pierrick. Non, mais les groupes d'amis changent parce qu'on rentre aussi en école avec une promo d'ingénieurs, mais qui sont diplômés maintenant depuis 2 ans. Avec qui certains, on a gardé contact, avec d'autres qu'on a un peu perdu de vue. On a aussi eu plein d'échanges de promotion entre les archis, entre ceux qui faisaient le double cursus AI et ceux qui avaient choisi de rester que en A. Et donc finalement, en fait, il y a énormément de renouveau. C'est pas du tout. Moi, je me souviens m'être fait cette réflexion en arrivant en AI1, voir le groupe de la classe, et on était une 50aine, et me dire, ils ont l'air tous très sympas, mais c'est un peu triste. Genre, c'est fini là. On va avoir 7 promos et ce groupe-là pendant 6 ans. En fait, non. On va se faire chier. Et en fait, non, parce que le groupe de promo, il change énormément. Et puis, en fait, il y a des gens, tu apprends à les connaître la dernière année et tu te dis, mais en fait, ça fait 5 ans qu'on est dans la même classe, qu'on se voit tous les jours. Et c'est que maintenant que je découvre vraiment qui est cette personne. Il y a encore des gens à qui j'ai parlé 4 heures en cumulé, je pense, sur les 7 ans. C'est terrible. C'est vrai, balance des noms. Non. Si, C'est vrai? ça sera bipé, hein, mais... Ah bon? Et à l'inverse, nous on était très potes en AI1. Après, On t'entend pas sans le micro. Oui, non, mais c'est pas. Ouais. C'est pas grave. Non, mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai un peu le même truc où la première personne avec qui j'ai parlé quand je suis arrivée à l'INSA, enfin, une des premières personnes, c'était ma AI6, du coup, pendant les charrettes. Et c'était juste trop bizarre de se dire, c'est vraiment une des premières amies que j'ai eues à l'INSA. Après, genre, complètement changé de groupe de potes et on se parlait plus trop et tout. Après, je suis passée en A et donc avec votre promo, et donc j'ai fait encore des nouveaux amis. Et pourtant, j'ai quand même terminé ce cycle de 6 ans avec elle en bras droit de charrette, du coup. Et c'était juste, enfin, ça a vraiment remis en perspective tous ces changements de potes et de situations. C'était, je sais pas, c'était bizarre. Voilà, c'est pour moi. Tu parles pas assez. C'est vrai que tu parles pas. C'était quoi la question? C'était comment on a vécu ces 7 ans? Comment c'est passé pour toi C'est passé des choses aussi. c'est passé maintes et maintes choses en 7 ans. Non, mais c'est vrai que les premières années, c'est très différent. Je trouve qu'en fait, avec le recul, je me dis qu'on avait une manière peut-être de travailler qui était un peu désintéressée, parce que les profs, ils essaient de nous donner des outils de travail en architecture qu'on comprend pas forcément, sur des projets qui sont quand même très restreints, donc on n'a pas forcément toute la compréhension qu'il y a autour de certains sites sur lesquels on nous met et tout. Et c'est vrai qu'en fait, plus on avance et plus il y a le côté passion d'architecture qui ressort. Non, mais en gros, où on commence à comprendre qu'en fait, on bosse pour nous et qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus larges autour des sujets qu'on nous donne à travailler. Et au final, on arrive au sujet de PFE où en fait, on se met à travailler vraiment dans le détail, à chercher 10 000 pistes différentes pour résoudre nos problèmes, et où en fait, ça devient vraiment quelque chose de hyper intéressant dans la démarche de travail. Et quand on compare par exemple au projet Entre 4 murs, forcément c'est le jour et la nuit. Projet de première année. C'est le jour et la nuit, mais je trouve qu'il y a... pour moi, c'était vraiment hyper enrichissant de travailler sur les derniers projets sur lesquels on a travaillé. Et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de projets qu'on avait dans les premières années sur lesquels je ne me suis pas forcément investie, où en fait, si je devais le refaire, forcément, ce serait très différent. Mais c'était beaucoup plus intéressant comme travail maintenant que ça l'était à l'époque, parce qu'à l'époque, on faisait nos horaires et puis c'était un peu terminé, ou alors il y avait les semaines intensives, mais c'était... Voilà, on faisait nos horaires et après, on s'en allait, alors que là, on fait des larges horaires, mais en fait, si on n'était pas intéressé par les sujets sur lesquels on travaille, je pense qu'on partirait tôt. Enfin, on serait capable de terminer à des horaires corrects.
En fait, si on a travaillé autant ces dernières années, c'est parce que c'était hyper intéressant pour nous, quoi. Ouais, on a la chance, je fais que faire la pub de l'INSA dans ce podcast, mais on a la chance à l'INSA, comme il n'y a pas de système de studio, enfin d'atelier, on est assez libre de faire un peu ce qu'on veut. Enfin là, en PFE, on pouvait faire clairement les échelles qu'on voulait, les sujets qu'on voulait. Il y en a qui faisaient de l'archi, d'autres de l'urba, d'autres du territoire. Enfin, c'est trop cool. Et je sais pas pourquoi, je sais plus ce que je voulais dire. Ça m'a fait penser à un truc, ce que tu as dit. Faire la pub de l'INSA. Ah si, non, les sujets, les projets de première année, dont on ne saisissait pas les enjeux encore. Je sais plus, c'était à toi que j'en parlais, Maëlle. Moi, j'ai toujours en travers un truc, c'est le projet escalier de Haïen, où j'avais pas compris la consigne. Et je l'ai compris que quand j'ai vu les rendus de tout le monde. Et genre, depuis 7 ans, j'ai envie de refaire ce projet parce que j'avais pas compris la consigne. T'avais fait quoi, raconte? Mais moi, je croyais qu'il fallait juste travailler sur le parcours de l'escalier, mais pas de l'objet escalier en tant que tel. Et donc, moi, mon escalier, c'était juste un escalier normal, mais dont j'avais fait un parcours rigolo. Alors qu'il y a des gens qui avaient vraiment fait des objets architecturaux escaliers beaux. Et j'ai fait « Ah, mais c'est ça qu'on pouvait faire !» Et voilà. Je l'ai en travers. Je pense que mon diplôme n'est pas mérité parce que j'ai raté le projet escalier. Non, mais je pense que c'est aussi un peu la force de cette promotion, c'est que à chaque fois qu'on avait des rendus, on pouvait voir les gens qui s'étaient vraiment pris du sujet, enfin un peu épris du sujet, et de se dire ah ouais, il y a des gens qui sont capables d'aller aussi loin sur tel ou tel truc. Bah en fait peut-être que le prochain sujet qu'on me donnera, peut-être que si j'essaie d'aller au bout et d'aller plus loin que ce qu'on me demande, ça donnera quelque chose. Je trouve que c'est assez intéressant aussi de voir qu'on se poussait les uns les autres à toujours aller plus loin sur certaines thématiques, quoi. Ça me fait rire comme tu fais genre notre promo, on se tirait vers le haut alors qu'on est une promo qui se tire Non, vers non, le mais bas c'est en vrai. permanence. T'as pas fait ce plan masse? Moi non plus, je le fais Non, pas. mais pas sur la quantité des rendus, sur comment dire, enfin il y avait quand même des sujets hyper intéressants où il y a des gens qui sont allés hyper loin dans les thématiques et dans les choses qu'ils travaillent, et pas forcément sur Oui. oh bah tiens, t'as fait 4 documents, bah moi je vais en faire 3, allez. Non, c'était une blague. Et sinon, en continuité de la question des 7 ans, c'est un peu la classique aux questions Drop the Kutch, c'est si tu avais Maëlle de bac à lauréat devant toi, Ouais. tu pourrais lui dire quoi vis-à-vis de ton évolution, tout ça, vis-à-vis de si elle a peur de choses. Ouais. Alors, je pense que je lui dirais pas grand-chose en fait, parce que je sais pas comment dire, mais je suis contente d'avoir été très naïve après le bac pour m'être lancée dans un cursus si long et fatigant et sans savoir le bout. Parce que je pense que si je lui disais tu vas en chier pendant 6 ans, je suis pas sûre que je me lancerais. Et donc du coup en fait je suis quand même, moi avec du recul je suis quand même très contente d'avoir fait ce cursus-là et je suis pas complètement diplômée donc je l'ai pas fini. Mais du coup c'est plus en mode oh bah tant que t'es encore naïf sur ça, vas-y tu verras, tu trouveras le moyen de faire en sorte que ça te plaise. Et juste être ultra curieux, ultra ouvert et ultra critique sur ce qu'on fait, je pense que c'était surtout ça. Peut-être que avec du recul, j'aurais plus suivi certains cours au lieu de faire 12 milliards d'assauts, mais je regrette pas du tout ce que j'ai fait non plus. Et du coup, ouais. Ouais, moi c'était aussi hors INSA. Enfin, par exemple, moi si j'avais Somme il y a 7 ans devant moi, pas devant chez moi, devant moi juste, je sais pas, je sais qu'il manquait de confiance en lui, des choses comme ça, et je lui dire t'inquiète, ça va bien se passer, tu vas te trouver comme personne, ça va le faire et tu vas avoir ton diplôme, et ton chat n'est pas mort, t'inquiète. Mais c'est terrible avec cette voix. Non, mais moi c'était plutôt dans ce sens, et en vrai, tu verras 7 ans, c'est pas si long que ça. Ouais. Ça passe, tu vas en chier, mais ça va. Ouais, un peu comme ce que vous disiez, en vrai, genre, déjà 7 ans, ça passe en un clin d'œil, et puis c'est pas à 7 ans où tu mets ta vie en pause, au contraire. Et un peu à l'inverse de Maëlle, moi je pense que je me dirais, franchement, il y a certains cours, ils servent à rien, ça t'intéresse pas, fais le minimum, alors qu'on arrive avec une mentalité du lycée ou de la prépa de tout faire au max et au mieux, même si... Mais parfois, il faut avoir du recul quand ça dure 7 ans et que c'est aussi... prenant que les études qu'on a faites, de se dire attends, là
est-ce que ça va te servir dans le futur de savoir calculer le truc de topo de... Désolée, Lucie. Je prends pas du tout. Et de certaines fois avoir le recul de faire un peu du tri dans l'investissement. Et sinon, non, après, il faut y aller et se laisser porter et voir. Enfin, moi, je sais que je me dirais pas grand-chose non plus parce que je suis un peu là par hasard. Et que si je me disais des trucs, je bousculerais peut-être la chaîne du hasard qui fait que je suis là. Ouais, j'avoue. Mais des euh, fois, je pense que j'aurais envie de me claquer, genre arrête d'être autant compétitif, ça sert à rien. Ouais, typiquement, ce genre de choses. Sors du système scolaire, on s'en fout des notes. Genre, ça m'a pris, je pense, jusqu'à la AI2 de sortir de ce truc de notes et de comprendre que les projets, c'était pour moi que je les faisais, quoi. Ouais, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec les notes des premiers projets d'archi parce que justement c'est la première fois un peu quand on est au lycée ou au collège, les notes d'art plastique en général, t'as fait un joli dessin, t'as mis 3 couleurs, c'est bon, t'as 16. Et après en architecture c'est un peu plus... on te note sur des choses où c'est plus toi qu'un devoir de maths, enfin, c'est un peu ta créativité, tes choses. Et c'est un peu plus difficile à accepter les notes ou les comprendre ou comprendre ce qui pêche, les retours sont pas toujours très clairs et tout. Et du coup aussi avoir du recul là-dessus en se disant bon, à chaque fois, est-ce que toi t'as appris un truc ? Ouais, bon alors c'est bon, le projet il est bien. Et tu viens de dire un truc que j'ai jamais capté, mais en fait les notes qu'on a en archi ou en art plat et tout, en fait c'est un peu une manière de noter aussi indirectement ta personnalité et ce qui est important pour toi. Et en fait, du coup, je pense que forcément, tu les prends un peu plus mal en disant une mauvaise note dans quelque chose où j'ai voulu avoir quelque chose de créatif, très subjectif, tu le prends plus mal que ta mauvaise note en maths où juste tu t'es trompé dans ton calcul, quoi. Et c'est vrai que j'avais jamais vu sous cet angle-là, mais je pense que du coup... moi, je me rappelle la toute première année, j'ai flippé en me disant mais qu'est-ce que je fous à l'INSA ? Parce que je sortais de prépa, je faisais 8 heures de maths, 8 heures de physique, 8 heures de chimie par semaine et d'école à n'en plus finir. Et je suis arrivée, on avait juste 1h30 de maths par semaine et on avait plus d'art plastique que de maths. Et j'étais en mode, qu'est-ce que je fous là ? Genre, j'ai vraiment du mal à me dire, mais waouh ! Et il a fallu attendre le 2e semestre avant de me dire, ok, si je suis au bon endroit, pars pas tout de suite, pars pas avant la fin de l'année. Ouais, non, vraiment. Tu sais que j'ai eu la même chose parce que du coup... Premier semestre de première année d'archi, on avait beaucoup d'art plastique et des choses comme ça, avec une prof d'art plat qui est un peu chez père. Et sauf que elle demandait aux gens de faire des trucs chez père et les gens les faisaient. Et moi je me disais, c'est abusé. Enfin moi je suis pas perché comme ça. Enfin les archis c'est tous des uluberlus. Des uluberlus. j'ai rien à foutre ici. Moi mes parents avaient raison. Je suis un scientifique. Je vais faire que le diplôme d'ingé. Voilà. Et en fait. Au fur et à mesure, tu commences à connaître ta promo et tu te rends compte qu'en fait, tout le monde trouve la prof d'art plat chez père. Et juste, les gens font le truc de la prof d'art plat parce que c'est marrant ou des choses comme ça. Et tu dis, donc ils ont eux aussi un regard critique sur la prof d'art plat, donc je suis peut-être pas au mauvais endroit. Ouais, mais à côté de ça, pardon, vas-y. Et c'est quand même marrant de faire des performances à l'eau bête, de mettre des seaux d'eau sur la tête, des trucs comme ça. Et à côté de ça, moi je lui serais toujours reconnaissante, je pense, à cette prof d'art plat parce que genre je suis sortie de prépa en ayant fermé mon esprit sur un truc très carré et où j'y arrivais, j'ai eu des très bonnes notes en prépa et tout. Mais je pense que si j'avais pas eu cette première année où moi ça m'a questionné sur est-ce qu'il faut choisir entre les maths et l'art plastique et est-ce que j'apprends toujours quelque chose en faisant de l'art plastique ou est-ce que c'est juste une expression de sa créativité, en fait moi je suis vachement plus contente là maintenant d'avoir réussi à trouver cet équilibre entre l'aspect créatif qui te plaît et qui est nécessaire aussi dans certains métiers et l'aspect très scientifique et la rigueur qui fait une autre partie de la personnalité, quoi. On est tous un peu schizophrène peut-être, mais en tout cas ça fait ouais, mais en AI1 à un moment donné je me suis vraiment dit il faut que je me barre. Non, mais c'est peut-être un truc aussi à dire au nous du passé, ouais. C'est attends la fin de première année. N'hésite pas à discuter avec des gens, pars pas tout de suite, tu vas te rendre compte qu'ils sont peut-être un peu plus comme toi que ce que tu penses, et au final on s'entend plutôt bien, on a à peu près tous les mêmes personnalités. Je pense que le casting, il est bien qu'exotique, il a été bien réalisé. Ouais. Mais en fait c'est marrant parce que je suis en train aussi de capter que ma rentrée en prépa, je m'étais un peu fait les mêmes réflexions de waouh, je suis avec que des gens perchés et ça va être compliqué parce que c'était un peu tous des nerds, quoi. Genre, et là tu t'arrives et t'as
Enfin, je veux pas critiquer, mais c'est vrai que j'ai mis aussi ce premier coup de stress de ok, est-ce que là je suis censée être à ma place? Et après, tu rencontres des gens, finalement ça va. Après, l'année d'après, tu refais la même chose en mode est-ce que là je suis à ma place? C'est un peu long tous les ans, quoi. Et donc finalement, on est quand même content aussi d'avoir ce suivi avec les copains. T'es fait à ta place ou pas? Là, je suis à ma place, ouais, je pense. Tant pis, c'est fini. On reviendra peut-être. Hein. Toi, pas moi, je suis diplômé, c'est bon. Tu reviendras donner des cours, hein, je pense. Vacataire. Une petite conférence de temps en temps. Ça m'a fait l'architecte vacataire. Bonjour. J'ai beaucoup parlé. Comme d'hab. Ouais. Le dernier podcast, tu m'as supprimé pendant les 2 tiers du podcast. Il s'excuse même au début, pour l'anecdote, je sais pas si vous l'avez écouté, mais il y a un podcast qu'on a animé ensemble. Et en fait, au début du podcast, il s'excuse en disant « Bon, en vrai, on était 3, mais du coup, les 20 premières minutes, Maëlle, elle parle pas du tout. » À un moment, j'ai supprimé un tunnel de 20 minutes de Maëlle. Une espèce de monologue. Mais en même temps, c'était pas... ça avait vocation à être coupé, je suis pas vexée. Mais quand je l'ai fait, j'étais « Waouh, l'épisode est vachement plus court !» Bâtard. Est-ce que ça inspire quelqu'un d'autre? Camille, un truc à dire sur toi du passé ou même toi du futur dans 10 ans? Franchement, moi du passé, genre c'était il y a tellement longtemps, j'ai l'impression que je me souviens même plus dans quel état d'esprit j'étais quand je suis arrivée ici. Je me souviens que j'avais les 2 jambes cassées, mais à part ça... non, franchement... T'inquiète, Camille, juste, du passé, tu vas te faire opérer. Super. Je sais pas, j'ai vraiment, même moi du futur, genre, je sais pas, j'ai l'impression d'être vraiment là en ce moment dans une parenthèse temporelle de je sais plus qui je suis, où je suis. Oh non. C'est trop bizarre. Non mais, enfin, je sais pas, j'arrive pas ni à me projeter ni à repenser à ce qui s'est passé avant et tout, c'est trop bizarre. T'es dans le présent. Waouh. Et oui, faites comme moi. J'avais vraiment pas de réponse à cette question. C'est pas grave. Je sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire à la moi du passé. Non mais c'est vrai, je reviens sur ce que disait Maëlle, où en gros quand tu sors de... Enfin quand t'arrives du lycée ou même de la STH, t'es dans une manière de penser qui est très carrée, qui est très cadrée. T'es là pour dérouler des calculs et une réflexion qui est quand même très... Enfin comme on a toujours eu dans notre scolarité. Et c'est vrai que l'architecture, enfin le double cursus au moins ça a donné une espèce de flexibilité, enfin ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur pas mal de choses, de effectivement choisir ses batailles sur le niveau d'investissement qu'on voulait par rapport à certains cours, certaines matières où des fois ça te plaît un peu moins, tu vas valider le truc et puis voilà, il y en a d'autres où ça va te plaire et là tu vas essayer d'aller chercher un peu au bout, voire plus loin que ce qu'on te demande. Et ouais, comme dirait Guéné, je pense que ce cursus ça te permet aussi de sortir un peu du carré dans ta réflexion. Où je sais que moi, depuis la STH, j'étais très dans mon carré. Et le fait d'aller en double cursus, tu t'intéresses à des gens qui ont des mentalités qui sont proches de la tienne, mais qui sont quand même un peu différentes. Et du coup, ça te sort un peu de ta bulle de scolarité et de cursus. Et c'est vrai que... Te mettre dans une autre bulle de gourbobo écolo. Non, mais c'est vrai que tu te confrontes à plein de points de vue différents, à plein de rythmes différents, parce que tout le monde n'a pas forcément eu le même rythme dans cette formation, à plein de belles choses, aussi plein de belles personnalités, de belles idées. Je sais qu'il y avait un côté créatif que moi j'avais, que j'ai pas forcément pu exprimer avec l'art plastique au collège, avec Madame Pinelli qui me demandait de dessiner un carrousel ou je sais pas quoi, tu vois. Mais on l'embrasse. Mais où du coup là il y a des choses, un côté graphisme, parce que c'est pas juste des projets d'architecture, il y a plein de choses, on a eu de l'art, mais on a eu différents mouvements qu'on a pu exprimer dans les cours de Danke et de Rennes. On a eu tous les matériaux bruts, on a eu le graphisme dans les rendus, les maquettes, il y a plein de choses qu'on a pu aborder et ça c'était vraiment très chouette et je pense que je pense que c'était cool. Donc moi il y a clairement des projets d'archi où j'ai mis juste le paquet sur le graphisme parce que j'en ai rien à foutre du projet. Projet Plopsheim, clairement avec Safina, on s'était dit on fait un projet sans angle droit avec la charte graphique la plus jolie possible. Et c'était nos 2 seuls objectifs. Faire un beau projet, ça n'a été en aucun cas un de nos objectifs.
Bah ouais, mais tu vois, genre rien que ça, par exemple, bah à l'époque, moi j'étais en mode ah ouais, en fait, on peut faire une charte graphique rose et bleu hyper cool. Bah peut-être que j'essaierai de faire des chartes graphiques cool dans les années d'après. Et pourquoi pas sortir mon style vestimentaire pour les soutenances. Mais ça, c'est un autre truc. Mais tu vois, il y a des petites folies comme ça où en fait tu fais ah bah je peux le faire, bah ok, let's go. Enfin, je vais tenter le truc, quoi. Et je trouve que c'est cool parce que c'est vraiment une formation dans laquelle je pense que chacun peut s'exprimer individuellement d'une manière différente et enfin, tout le monde a été accepté dans... Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai pu plus m'exprimer et que ça a été totalement accepté au sein du groupe et de la promo, quoi. D'ailleurs, le truc de gainer les 9 points qu'il faut relier par 4 lignes et la solution, c'est sortir du cadre. On est apparemment la seule promo à qui il l'a fait. Apparemment, les autres, justement, les autres promos, apparemment, ils leur faisaient un laïus plutôt sur l'architecture, c'est l'art de la copie, de la réinterprétation des trucs des autres. Alors que nous, il nous a dit sortir du cadre. Et je trouve que ça a été un peu marrant parce que dès qu'on a fait des trucs un peu chez Père ou tout ça pendant notre formation, on a toujours sorti cette excuse de faut sortir du cadre en blaguant. Enfin, on avait ingénieurs différents et sortir du cadre. Et on est la seule promo qui l'a fait. Donc je sais pas à quel point ça a eu une influence sur nos 7 ans. Mais voilà, Ouais. je trouve ça assez marrant que sortir du cadre, il n'y ait que notre promo des Calamarchis qui l'ont eu. Peut-être qu'il a été frustré parce qu'Amélie avait réussi de manière incroyable à faire les 4 traits et qu'il s'est dit merde, ça marche trop bien en fait, ils sont trop intelligents, du coup ça va pas les marquer. Alors qu'à l'inverse, ça nous a de ouf marqué. Ouais. Peut-être que c'est dit zut, il faut trouver autre chose qui les laisse un peu en suspens, ils sont un peu trop matheux ces gens. Mais voilà, si vous voulez devenir des personnes formidables comme nous, sortez du cadre. On peut vous donner la solution pour les 4 points, hein, c'est les 4 traits. Voilà, on l'a bien donné. Et je sais pas si j'arriverai à le refaire là immédiatement. Qu'on m'apporte un tableau. Mais je sais Et toi du futur, tu te dis quoi? Est-ce que ton chat est toujours vivant? Ok. Non, mais est-ce que... dans quelle ville es-tu? Est-ce que t'es heureux, surtout? Parce que moi, actuellement, je suis très heureux dans ma vie. J'ai pas honte de le dire, ok? Bon, Et, je rien dit. non, mais voilà, je pense que c'est le plus important. Est-ce que tu es heureux? Mais l'heureux, est-ce que tu penses que ton métier, architecte ou pas, ça va conditionner ce Moi, je bonheur pense ou que pas j'ai besoin d'avoir un métier qui me permet de, à côté, continuer à faire des trucs, genre du podcast, des choses comme ça, faire du vélo. Donc je pense que mon métier aura nécessairement une influence, parce que tu vois, si j'ai un métier à Paris, forcément je dois vivre à Paris, dans un trou à rats, des trucs comme ça. Non mais, je pense que ton métier influence d'une certaine partie de ta vie, mais je compte pas définir toute ma personnalité par le fait d'être architecte, même si mon style vestimentaire prouve le contraire, mais... mais... Je sais pas, je trouve, moi, c'est un peu ma hantise de me définir que par une chose. Genre, bonjour, je suis architecte et ceci est toute ma personnalité désormais. Bon, je pense que comme on est ingénieur architecte, déjà, on est obligé d'avoir les deux. Mais je suis un humain avant toute chose. Non, mais voilà. Non, mais je pense que c'est heureux, c'est te dire est-ce que tu échangerais ta vie pour celle de quelqu'un d'autre et moi, non, en vrai. Et donc, je pense Même pas pour celle de ton chat. c'est pas très intéressant, sa vie. Ça va. Franchement, c'est plus enrichissant de faire de l'archi, d'aller à des conférences et des trucs comme ça et de discuter avec vous Waouh, merci. que... Tu parles pas mal de Figolune, s'il te plaît. Non, mais voilà. Non, mais je sais pas quel est votre ce que vous souhaitez pour plus tard, mais je pense à partir du moment où t'as pas de regrets sur ta vie et sur les choix que t'as fait. Moi, je crois que j'ai un peu peur pour le futur, là, de pas réussir à équilibrer ma vie entre les choses qui sont vraiment importantes et que si je dois bosser en tant qu'architecte ou si je dois monter une agence, que ça devienne vraiment le cœur de tout et que ce soit trop. Et ça, j'arrive pas à... Je pense que t'es un peu une workaholic, toi, donc c'est Ouais. c'est un peu le Ouais, risque, peut-être. toi. Mais tu vois, genre même le fait de rééquilibrer entre, je sais pas, enfin genre moi si j'ai pas une part d'engagement dans moi futur, juste je serais triste et je serais pas heureuse. Et donc après, comment tu arrives à équilibrer entre cette part d'engagement qui peut être rien à voir avec l'architecture, qui peut être vraiment sur une autre cause, entre l'architecture qui... Enfin en fait, j'ai
une profonde difficulté à faire des choix sur les choses qui m'intéressent. Et donc, du coup, juste de toujours se poser la question de dire est-ce que je dois être ingé, est-ce que je dois être archi, est-ce que je dois faire autre chose, est-ce que je dois refaire un master à tel endroit ou quoi. J'ai trop peur de jamais être sûre de moi, d'avoir fait le bon choix et de réussir à équilibrer ce qui est vraiment important pour moi. Et genre, soit c'est sur une période en disant, là, tu vas être 100% archi, etc. Mais en disant, si mon projet, c'est de monter un cabinet, tu peux pas tu peux pas avoir un projet que sur 3 ans, c'est pas possible, tu montes pas une agence d'archi en 3 ans. Après, ça dépend si c'est vraiment ton cabinet ou si t'es juste associé et que tu montes à plusieurs. Mais j'ai toujours peur de pas être dans cet équilibre entre un objectif que tu t'es donné et un truc qui te plaît vraiment de faire et comment tu arrives à t'en sortir. Genre, si tu me laisses encore... tu me recouperas si tu veux. Mais genre, moi, typiquement, mon stage cet été... un petit mail de 20 minutes de mail d'Arnis, celui-là, je le laisse. Non, mais mon stage de cet été en agence d'archi, il y a mon tuteur de stage qui est un archi-ingé aussi, qui a fait une dizaine d'années en tant qu'ingé et qui maintenant bosse en tant qu'archi. Il m'a dit, si tu veux être archi, juste vas-y directement et ne commence pas en étant ingé. Et en fait, ça m'a un peu fait tiquer, mais en gros, il m'a dit que lui, il avait eu énormément de mal à sortir du rouage ingé et de ses métiers, etc. Parce que t'es mieux payé, parce que t'as des meilleures conditions de travail, machin, etc. T'es plus heureux. Mais il avait mal à sortir de ça pour aller dans la tristesse du monde de l'archi. Exactement. Bon, après, il m'a aussi dit qu'il avait eu du mal à sortir de Paris. Il est toujours à Paris. Il m'a dit, Paris, j'y vais que pour 2 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'il y est. Mais du coup, ça m'a vraiment questionnée l'année dernière en me disant, mais waouh, en fait, on peut être engrainé dans quelque chose sans vraiment se rendre compte que c'est pas ça qu'on a vraiment envie de faire. Et du coup, moi, ça me fait vraiment peur. De pas réussir à savoir quand est-ce qu'il faut que je sorte d'un schéma pour aller en prendre un qui soit plus intéressant pour moi. Ouais, moi je pense que c'est une peur que je partage, de m'engouffrer dans un truc et de plus avoir le recul de me dire en fait est-ce que ça te plaît vraiment, est-ce que c'était là que tu voulais être, et aussi de rester, je trouve que moi j'étais vachement moins engagée sur plein de sujets en arrivant à l'INSA, et en fait le cursus dure 7 ans et dans chaque projet on est amené à se poser énormément de questions et de comment dans la vie professionnelle garder le recul et de rester cohérent avec toutes les valeurs qu'on a acquises, les causes qu'on commençait à nous tenir à cœur, tout en étant dans la réalité. Là, c'est facile en étant étudiant, parce que c'est nous qui sommes les maîtres d'ouvrage de nos propres projets, et de dire, moi, dans ce projet, ce qui est important... c'est ça, c'est la cause environnementale, c'est la cause féministe, c'est la cause voilà. Et alors que là, dans les vrais projets, d'avoir ce recul, alors que c'est pas toi qui prends toutes les décisions, et de pas se retrouver embarqué dans un truc à essayer de remplir les objectifs d'une entreprise qui ne sont pas tes objectifs à toi. Et un jour de se dire oui, alors certes, je gagne bien ma vie, mais est-ce que je fais ce qui me plaît, est-ce que je crois en ce que je fais? Et voilà, ça c'est un peu une crainte que j'ai pour la moi du futur. Mais je crois que pendant le Covid, après tu peux parler, mais je crois que justement il y a plein de gens qui sont dans des schémas comme ça, et vraiment je crois que les confinements, il y a plein de gens qui ont changé de métier après parce qu'ils se sont rendus compte de waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire. Déjà moi j'ai vu le confinement, l'effet, la prise de recul que ça m'a fait en tant qu'étudiant. Genre il y a vraiment un avant-après Covid me concernant. Enfin, c'est d'ailleurs à ce moment que j'ai lancé Drop the Cutch, c'était en octobre 2020. C'était il y a 3 ans. Et mais ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Catel, parce que tout à l'heure tu as dit que tu aurais aussi aimé plus tard monter une agence. J'ai l'impression que vous partagez un peu cette envie-là, enfin je sais pas, dans ce que vous disiez avant. Et je sais pas, est-ce qu'on peut parler de ça, parce que ouais. C'est clairement un truc, moi, qui m'a... Enfin, j'ai jamais eu cette envie-là de monter une agence, et à la fois, quand je t'entends dire... quand tu travailles pour une autre boîte, tu peux pas forcément appliquer tes valeurs et tout. Je comprends du coup ton point de vue, mais genre, je sais pas, juste si vous le donnez vos avis là-dessus, ça m'intéresse en fait. Moi, je sais pas si j'ai envie de monter mon agence. C'est juste, j'ai 12 milliards d'idées, 12 milliards d'envies, et je l'ai pas encore rayée celle-là, en me disant, en vrai, peut-être pourquoi pas, mais c'est vraiment trop vague. C'est plus... en fait, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai aussi envie de bosser pour l'architecture d'urgence et la reconstruction. Et donc en fait c'est un peu comme Catel qui veut aller près de la mer, soit à Lisbonne, Copenhague ou Nantes. J'ai envie de faire un truc donc c'est très vague, et en fait je pense que je suis largement pas assez mature à l'heure actuelle pour me poser les questions de avec qui, où, pourquoi, comment, et du coup là pour l'instant c'est juste en mode bof, un petit papier dans ma tête, et
On verra l'année prochaine. Je sais pas si Catel, t'as peut-être plus de projections. Moi, c'est toujours très très flou et je me suis jamais vraiment posée pour y réfléchir, mais j'avais une très bonne expérience de stage en AI2, donc le premier stage d'architecte, où c'était un couple qui avait monté son agence sur une île paumée en Écosse. Et en fait, là, j'avais eu un peu une prise de conscience où je m'étais dit, mais en fait, ils travaillent en couple et ça se passait très très bien. Ils travaillent d'où ils veulent et ils ont choisi un coin complètement paumé. Enfin, une île en Écosse, franchement, il y avait 700 habitants l'hiver dans la ville où ils étaient. Enfin, le village, du coup. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est génial, tu peux faire le métier qui te plaît, comme tu le souhaites. Enfin, par exemple, eux, ils étaient très engagés, donc ils s'étaient formés pour eux-mêmes pour construire des maisons passives. Tout construire en CLT, c'est en bois, donc. Et ils orientaient, ils se faisaient plaisir sur les projets, ils travaillaient de l'endroit dans le monde où ils voulaient. Alors moi, je dirais pas forcément en Écosse, mais j'avais eu ce truc-là de... tu peux te mettre dans l'endroit le plus paumé du monde, mais qui est paradisiaque, alors que moi, j'avais eu des expériences à Paris où vivre dans un 3 rats et faire 2 heures de RER tous les jours, ça m'avait bien refroidi de la plus belle ville du monde. Et donc... ouais, ils faisaient les projets, ils choisissaient les projets. Je me souviens une fois les entendre qui était l'une des architectes pour qui je travaille, qui raccroche d'une conversation avec des clients en disant écoute, ils sont adorables, c'est vraiment des personnes gentilles et qui ont envie de faire des choses, mais je crois qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Est-ce qu'on doit continuer de les garder en clients parce que je pense qu'on n'arrive pas à se comprendre, à avoir leurs envies et tout. Et du coup, je trouvais aussi qu'il y avait cette liberté de justement réorienter. Là, ils orientaient plus sur le besoin d'argent, de faire vivre une entreprise. C'était genre, est-ce que nous, on aide vraiment ces clients-là ? Et est-ce que ces clients-là nous aident ? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps et de réorienter ? Et puis, ils avaient aussi des enfants, ils adaptaient leur rythme en fonction... Enfin, c'était vraiment... Du coup, ils avaient cet équilibre-là entre leur vie perso et pro qui était complètement fait sur mesure parce que ils bossaient pour eux. Et donc, cette expérience-là m'a toujours un peu marquée en me disant... la finalité, ça sera peut-être ça quand je serai un peu plus au clair sur ce que je veux dans la vie, où est-ce que je veux habiter et ce que je veux faire comme architecture. Voilà, moi pour l'instant, c'est une porte qui reste ouverte. Alors que moi, ce qui m'a marqué en premier stage archi, c'est que j'étais dans une petite agence toulousaine et en gros, il y avait 2 associés et l'un des associés, il passait ses journées à faire juste des dîners avec des gens, à parler avec des politiques, des choses comme ça, juste pour obtenir des projets, faire beaucoup de réseautage. Et moi, je me suis rendu compte que... Et là, moi, il y a 2 trucs qui sont pas mes centres d'intérêt principaux. C'est le réseautage. Je sais pas faire, j'aime pas ça, et voilà. Et le management, en vrai, moi, je préfère faire les choses que dire aux gens de les faire. Et gérer... Là, je l'ai vu pendant les 3 semaines de charrette. C'est épuisant, et moi, ça me frustrait Je voulais faire plus. Et que juste on me foute la paix. Je suis allé fuir quelques fois ici dans cette salle qui est la plateforme qui n'était pas accessible aux autres années, qu'on peut déverrouiller qu'avec notre carte de dernière année, juste pour être tranquille et pouvoir bosser mon discours, etc. Et ouais, et l'agence, et du coup moi je monterai jamais une agence tout seul, ça c'est sûr. Et si je monte une agence, faut que je sois au clair avec mon ou ma associé pour que moi je fasse pas de réseau, quoi. Parce que ça me plaît pas. Et si je fais une agence, c'est justement pour faire de l'architecture avec les valeurs qui me plaisent, etc. Mais j'ai pas envie de gérer l'aspect financier du truc, j'ai pas envie de gérer l'aspect réseau. Et moi, c'est pour ça que je me dis, limite, et le stress aussi, parce que quand t'as une agence, je pense, à un moment, tu fais plus les projets pour toi, à partir du moment où t'as tes employés, il y a le salaire de tes employés qui dépend de toi. Et donc, je pense que c'est pour ça que des agences font des projets alimentaires. C'est parce que même si c'est plus tes valeurs, au bout d'un moment, il y a des gens qui dépendent de toi, et je sais pas, pour l'instant ça me fait peur, et je me réconforte plutôt dans l'idée d'être salarié et de faire mon taf. À la limite, tu finis chef de projet senior ou je sais pas quoi, où t'as des responsabilités quand même, mais t'as pas la responsabilité de la boîte, c'est-à-dire que à un moment, si le navire coule, tu peux te barrer. Mais et de toute façon, si je monte mon agence, ça sera pas qu'une agence d'archi, ça sera aussi un studio audiovisuel, un truc comme ça, un atelier d'artiste.
Mais déjà, je pense que... Un tiers-lieu. Je pense que tu peux te rassurer parce qu'il y a des profils qui sont aussi absolument l'opposé de ce que tu viens de décrire en disant toi t'aimes pas le réseautage, t'aimes pas gérer les gens et tout. Je pense qu'il y a des gens c'est très clairement l'inverse aussi, donc tu peux trouver du monde. Moi le truc qui me fait peur sur monter une agence pour moi, c'est le fait de dire que c'est un projet sur beaucoup d'années et que j'ai trop peur de... Enfin, c'est un peu comme la même chose en disant tout à l'heure j'arrive pas à sortir des rouages d'un truc que j'ai commencé alors que... Et en fait moi c'est surtout ça qui me fait peur, c'est l'engagement aussi long quand on a des enseignants qui nous disent que pour monter ton agence c'est un projet de au moins 15 ans et donc t'es un peu en mode ah c'est chaud et donc du coup c'est ça qui m'angoisse beaucoup. Mais toi pourquoi c'est quoi Exactement pour ça aussi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est énormément de risques à prendre. Après j'ai aussi l'exemple de mon père qui quand j'étais en primaire je crois, il a quitté la boîte où il travaillait pour... je crois plutôt que la boîte où il travaillait a un peu coulé. Et bref, il a monté son agence pour bosser tout seul à son compte. Et en vrai, de voir mon père qui faisait ça, je me suis bien rendu compte que c'était énormément de galères. Vraiment, il en chie pour réussir à sortir un salaire et à avoir du taf. Et je me suis toujours dit que du coup, c'était énormément de risques de monter son truc. Et du coup, je sais pas, ça me fait peur. Je me dis, ouais, c'est plus confortable de bosser pour quelqu'un et comme tu dis, pouvoir quitter le navire si... je sais pas. Après, pour relativiser, justement, j'en parlais ce midi avec ma directrice de diplôme et qui nous expliquait qu'elle a monté son agence il y a 8 ans et elle l'a fermée cet été justement parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait peut-être un peu fait le tour et que maintenant elle avait envie de faire d'autres projets. Et donc en 8 ans, c'est possible de créer son agence, de la développer et de la fermer le jour où tu te rends compte que... Voilà, donc je pense que... C'est dur, c'est beaucoup d'administration, beaucoup d'engagement, mais je pense aussi que les retours d'expérience qu'on a viennent d'une génération qui travaillait pour se construire une carrière et voyait les choses dans le long terme, alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus libre de faire des projets et de changer de projet et de passer... De la même manière qu'on change d'entreprise, on peut créer une agence et la fermer et passer à autre chose. Et après, ça dépend toujours de quelles sont tes attentes. Est-ce que tu es dans une ville où il y a beaucoup de concurrence? Quel niveau de vie tu veux et tout ça. Mais Je suis d'accord, mais ça reste quand même un métier du réseau. Il faut reconstruire, il faut se refaire connaître, il faut refaire... En fait, et donc, je sais pas comment dire, c'est genre en mode, tu peux pas aussi facilement commencer quelque chose et l'arrêter, parce qu'en fait, le redémarrage de quasiment zéro, il est rude, quoi. Et même, du coup, je savais pas qu'elle avait plus son agence, mais même le fait d'arrêter ou de fermer quelque chose que tu as toi-même construit de tes propres mains depuis le début, je pense que c'est rude mentalement, quoi. Il y a l'aspect administratif, mais à la limite, tu peux te faire aider pour ça, mais ouais, c'est un peu... Faut pas que ce soit vu comme une forme d'échec, et c'est peut-être plus difficile quand c'est toi-même qui l'as construit plutôt que quand tu pars d'un endroit qui n'était pas ta responsabilité, quoi. Ça dépend de ta mentalité. Ça dépend de ta mentalité quand tu construis la chose en elle. Si tu te dis je construis un truc pour voir ce que ça donne et je me donne la possibilité de le fermer si ça marche pas, c'est pas la même chose que si tu dis je monte mon agence et ça deviendra une super grosse agence qui fera des super gros projets. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Oui. Après, je me pose aussi la question de savoir si notre rapport au temps, maintenant qu'on est des vrais adultes diplômés, enfin moi je me sens toujours pas adulte, mais est-ce que notre rapport au temps va évoluer? Parce que plus tu vis longtemps, plus 7 ans c'est un temps court dans ta vie, et est-ce qu'au final 15 ans ça va être comme les 7 ans là? Enfin je sais pas, peut-être que... Et aussi tu vois, t'as d'autres préoccupations, enfin admettons on se met dans un schéma très classique, tu rencontres un mec ou une meuf, tu commences à fonder ta famille et tout ça, et ça aussi c'est un projet sur du très long terme. Ouais, très long terme là. Et donc est-ce que notre rapport il va changer? Là c'est parce que je suis toujours étudiant dans ma tête, je suis toujours lycéen, collégien dans ma tête, donc non pas collégien, ça c'était de la merde, mais peut-être que c'est ça aussi et ça sera marrant de réécouter ce podcast dans 20 ans et de se dire mais 15 ans c'était rien, petit con. Mais ouais. Ouais, et puis je pense que c'est aussi quand on parlait tout à l'heure de la peur de ne pas avoir le recul, de voir si on est toujours bien, si les choses correspondent à nos besoins, à nos valeurs et tout.
bah, je pense que voilà, monter une agence, c'est pas comme avoir un enfant, t'es obligé de l'assumer jusqu'à ses 18 ans. Non, et du coup, Et se un dire peu plus que c'est... 18 ans même qu'à tel. Oui, un peu plus que 18 ans. Mais du coup, une agence ou un autre projet, je pense qu'il faut avoir conscience que, à la base, de pourquoi on le fait au début et que à la base, on le fait pour soi, et donc que si on le ferme et qu'on le fait pour soi et pour faire un autre projet, c'est de la même manière que Léna qui a arrêté cette année, mais pour faire d'autres projets, et finalement, elle était beaucoup plus heureuse avant. Et du coup, capter que quand on passe d'un projet à un autre, et même si on a un investissement, c'est jamais perdu, et que si c'est pour le mieux après, Je suis d'accord, mais c'est pas trop le système scolaire en France qui t'incite à dire que tenter c'est déjà une réussite. Et du coup, c'est vrai. Mais Lulu, toi, tu veux faire ton agence ? Moi, c'est un peu pareil. Genre, je pense que pour pas mal de raisons, t'as un peu cette volonté de monter ton truc et de pouvoir exprimer tes idées, un peu d'avoir tous tes principes sur certains projets. Mais c'est vrai qu'il y a tout le côté administratif qui fait un peu peur. Moi, je me sens pas adulte non plus. Donc, je pense que déjà, je vais attendre de voir un peu en travaillant peut-être une dizaine d'années. Enfin, je sais même pas dans quoi je vais travailler, donc en plus, voilà. Donc ça reste un peu flou, mais c'est vrai que je me ferme pas non plus les portes mentalement de me dire que je le ferai pas ou que je le ferai. Et donc, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses côté financier administratif que je me sens pas du tout capable de faire. Donc si je le monte, ce sera certainement pas seul. Et ce sera peut-être pas que l'architecture non plus, quoi. Il y a aussi tout le côté ingé qui, je pense, peut être intéressant de développer. De toute la valeur de ce double cursus, au fond. Venez, on monte le prochain Vinci. Non, mais moi, ça me fait réagir parce que ce que tu dis, c'est que du coup, tu es la deuxième là à dire monter une agence d'archi qui serait peut-être pas que de l'archi. Et en fait, ce serait vraiment trop bien parce que moi, je me rappelle la frustration de tous les stages qu'on a cherché au cours de la scolarité en me disant en fait, on a un peu des deux, pourquoi on ne trouverait pas des agences qui font un peu les deux ? Il y en a quelques-unes à Paris, mais il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc, si on pouvait être une génération où on ramène aussi la transdisciplinarité dans les agences d'archi, ce serait vraiment chouette. Et au Canada, il y a même des agences de production /com et archi. Genre une agence qui s'appelle Sidley qui fait à la fois de la publicité et de l'architecture. Ça n'a aucun sens, mais j'adore. Mais donc du coup, non, en vrai, ça donne... Enfin, moi, je pense que ça... Pourquoi l'idée de l'agence, elle est un peu dans ma tête ? Parce que pour l'instant, j'ai dit que des trucs négatifs et j'ai pas du tout envie de monter une agence, mais elle reste dans ma tête parce que ça donne envie de faire autre chose, un autre format d'agence d'archi qui intègre soit de l'ingénierie, soit de la com, soit autre chose. Et du coup, c'est un peu trouver cet équilibre dans l'ambivalence de notre formation d'architecte pour en faire quelque chose qui soit plus... Enfin, je sais pas, différent, ouais. Je pense que c'est juste le truc. Pour faire des architectes différents, des ingénieurs différents. Wow. Et tellement plus. Je vous jure, l'INSA m'a pas payé. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à supprimer l'idée de ma tête. Ok. Je suis convaincue. C'est bon, on est tous dans la Startup Nation. Ah. On fait une agence ensemble ? Ah, Bon. J'ai reçu un SMS de Lucas qui disait qu'il ramenait des churros. Tu veux que ce soit le mot de la fin? Ou tu veux qu'on fasse de l'ASMR mangeage de churros? Horrible. Non, mais bon, ça fait 1h20. J'avais dit une petite heure, ça va être horrible. Je vais faire que ça à Gérard May ce week-end. Mais de toute façon, tu vas supprimer un tiers de mes prises de parole déjà. Donc mais tu vas enlever 40 minutes. Il faudrait que j'ai une intelligence artificielle pour juste détecter ta voix. Je sais pas pourquoi je te donne un... Je sais pas pourquoi je te donne un micro à la base. Non, c'est toi qui l'as pris. À Camille, pour le mot de la fin. Oui. Non, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait cette petite discussion. C'était super intéressant. J'ai bien aimé. Je sais pas si ça sortira un jour, mais c'était rigolo. Voilà. Merci, Sam. Merci. De rien. Merci, Sam. Et drop the cut, ouais. Merci. J'espère que tu n'enlèveras pas celui-là. Bisous. Bon, allez, stop.